Alors, pourquoi finalement nos BPCO n'arrivent pas à faire d'activité physique? On va pas faire beaucoup de physiopathologie parce que d'abord vous avez faim et puis on va quand même aller jusqu'au bout. Alors, effectivement, le tabac provoque une BPCO, limitation du flux expiratoire, donc ils n'arrivent pas à se vider et effectivement, les alvéoles, au lieu de se vider normalement, restent gonflés. Et donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un piégeage d'air, ce qui fait que nos patients insuffisants, enfin BPCO en général, respirent par le haut, ils sont bloqués en inspiration. Cette distension est responsable d'un essoufflement qui elle-même va diminuer la tolérance à l'effort, provoquer une inactivité et donc une altération de la qualité de vie et un déconditionnement. Et là, on est dans une espèce de spirale infernale. Mais ce n'est pas uniquement une question de souffle. En effet, le muscle du BPCO est également atteint. Le muscle du BPCO est atteint au même titre que d'autres appareils. La myopathie du BPCO fait partie des différentes comorbidités. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le muscle du BPCO? Eh bien, il y a une atrophie musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une atrophie? Ça veut dire qu'on a une perte de force. Si vous arrivez à porter, par exemple, 12 kilos, c'est une force, ça. Là, vous n'arrivez plus à porter que 1 kilo, par exemple. C'est une authentique myopathie, ça veut dire qu'on va avoir une altération des fibres, c'est-à-dire qu'on va perdre les fibres d'endurance. Et il y a également une réduction de la densité intramusculaire. Donc non seulement on perd de la force, mais on perd de l'endurance. L'endurance, c'est le temps. Avant, j'arrivais à porter 12 minutes, 12 kilos. Maintenant, je peux faire 1 minute et un demi-kilo. C'est ça que ça veut dire. La fonction des muscles des membres supérieurs, en général, est respectée. Les facteurs aggravants, c'est bien évidemment le déconditionnement, propre à tout le monde qui ne bouge pas, l'hypoxémie, l'hypercapnie, déséquilibre des électrolytes, la malnutrition, bien visible ici et qui est un peu cachée là. Mais quand vous faites ici une albumine ou une préalbumine, quelquefois vous avez des surprises, notamment chez les personnes âgées. Alors l'élément positif, on va dire, de cette diapo, c'est qu'effectivement, c'est pas fixé. Si effectivement on leur donne une activité d'endurance, eh bien on va relancer les fibres d'endurance. Si on leur donne une activité un peu de résistance, eh bien on va également les aider. Donc c'est pas un truc qui est immuable. Ça c'est la chose positive. Alors est-ce que cette inactivité est responsable de quelque chose, cette sédentarité? Eh bien oui, il y a Judith Garcia qui a fait une étude de la courbe de survie, selon la courbe de Kaplan-Meier. Là, on est dans les pauvres activités, c'est-à-dire qu'en fait, ils bougent moins de 2 heures par semaine, ou ils n'en ont aucune. Qu'est-ce que ça montre? Effectivement, on a une plus grande chance de mourir après une première hospitalisation quand on n'est pas actif. Ça montre aussi qu'on a une plus grande chance de mourir dans toutes les comorbidités. Une autre personne a effectivement, donc Henrik Watts, a équipé les BPCO, là c'est une population témoin, CB, des BPCO, donc là on a 29 témoins et on a à peu près 170 patients qui sont répartis en stade 1, 2, 3. Et donc il les a équipés d'un accéléromètre. Il a calculé entre autres le nombre de pas et on voit donc qu'effectivement, dès le stade 1, vous voyez, il y a une diminution du pas, mais alors ça diminue de façon vertigineuse pour le stade 4. Il a également étudier l'activité physique. Alors comment ça se définit l'activité physique? C'est un rapport entre la dépense énergétique jour sur la dépense énergétique nuit. Normalement, et j'espère pour tout le monde dans la salle, on est à 1,7. Ça descend de façon vertigineuse et là vous imaginez que quand vous êtes à 1,2, vous êtes où? Dans un lit, sur une chaise. Bien. Alors, disons que la réduction de l'activité physique dans les maladies chroniques, vous voyez que tout le monde y donne, l'artérite, le cancer, etc., etc., et on retrouve la bronchite chronique. Mais la BPCO, c'est pas la bronchite chronique. La BPCO, c'est de la bronchite chronique avec plein de comorbidités. Donc on peut imaginer qu'effectivement la réduction d'activité physique est importante. Alors, on va quand même parler arsenal thérapeutique. Jusqu'en 1975, vous avez tous appris BPCO stade 1, 2, 3, 4 et on mettait une graduation, en général plutôt exponentielle dans les différentes thérapeutiques en fonction du stade. En 2017, la SPLF a fait une nouvelle démarche pour mettre en place les différents traitements. Ça s'appelle une démarche simplifiée. Alors évidemment, on part quand même d'un BPCO. Donc à un moment donné, il a quand même eu une spiro et on sait qu'effectivement, il a une BPCO. On développe tout l'arsenal thérapeutique habituel, conseil d'activité physique,
tout, dyspnée, bronchodilatateur, vaccination. Et puis, à partir de ce moment-là, on va hiérarchiser les bronchodilatateurs ou les bronchodilatateurs, les corticoïdes, en fait, bref, le traitement de fond selon la dyspnée et le risque d'exacerbation. Et fait nouveau, on ne reste pas à un stade. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne va mieux, on peut alléger. La personne va moins bien, on va effectivement augmenter. Donc, on en est là. Diagnostic de BPCO, traitement pharmacologique, oui. On va commencer par une monothérapie. C'est ça qui est important. Évidemment, s'il n'avait rien du tout, on n'utilisait que des bronchodilatateurs de courte durée. Mais là, il est effectivement symptomatique. Il a un bronchodilatateur de longue durée. 1 ou 2 prises par jour selon le produit et en systématique. Il y a un effet insuffisant. À ce moment-là, effectivement, on prône plutôt l'association de bronchodilatateurs bêta-2 anticholinergiques, même si la personne est exacerbatrice. Surtout s'il existe une dyspnée qui est supérieure à 2. La dyspnée supérieure à 2, c'est ça. Je marche plus lentement que les personnes de mon âge en terrain plat à cause de mon essoufflement ou je dois m'arrêter pour respirer lorsque je marche à mon propre pas en terrain plat. Et on verra effectivement que l'étude FLAME, que je vais vous présenter très rapidement après, favorise cette association de bronchodilatateurs. L'effet est insuffisant, il est exacerbateur plus fréquent, il est dyspnée et ou exacerbation. Là, c'est la place à la trithérapie. Et surtout, on termine par réévaluation, adaptation thérapeutique. Alors, l'étude FLAME, c'est une étude qui est multicentrique, qui est donc une étude de non-infériorité qui est randomisée en double aveugle, double placebo, en groupe parallèle. Ça s'adressait quand même à 3362 patients ayant au moins un épisode d'exacerbation dans l'année précédente et avec un VEMS moyen à 44, on est donc chez les gens qui ont en fait une BPCO qui est modérée. Donc là, on va comparer en fait l'indacatérol glycopyrronium, on va l'appeler Ultribro. Moi, j'ai le droit, je suis pneumologue, donc je peux dire le nom. C'est plus facile après pour parler. Et après, le SFC, c'est fluticasone salmétérol. En clair, c'est le sérétide. Donc, on compare Ultibro et sérétide. Le premier critère principal, c'était un critère de non-infériorité, fixé par l'étude à 1,15. Donc, on voit qu'effectivement, il y a le critère de principal qui est là. Et comme le critère le seuil de non-infériorité est atteint, on peut avoir à ce moment-là un seuil de supériorité. Et on voit que cela soit avec la population per protocole ou la population en intention de traiter, on a donc une réduction ici de 11 points et ici de 12 points. L'étude FLAME finalement conclut à quoi? Qu'on a une réduction du taux d'exacerbation modéré ou sévère de 17% et surtout on a une diminution, on a une augmentation du délai d'apparition de la première exacerbation. En clair, le traitement de la BPCO, c'est essentiellement des bronchodilatateurs, qu'on soit exacerbateur ou pas. Encore une étude. Après, nous passerons dans le vif du sujet. Et cette étude-là, c'est Casaburi qui l'a menée. Et on voulait simplement montrer si oui ou non, l'association d'un anticholinergique de longue durée d'action et la réhabilitation respiratoire était bonne. Donc, on leur a fait effectivement une endurance. Endurance sur un tapis, 0%. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'endurance? Ça veut dire qu'on a fait une première épreuve d'effort et on fait marcher la personne à 80% de la de la fréquence cardiaque maximale. Et on mesure. Donc là, en fait, on a le placebo et ici, en fait, on a le LABA. Déjà, on voit qu'effectivement, par rapport au placebo, et ceci dans les 4 premières semaines, on a une amélioration de l'endurance. Quand on y adjoint la réhabilitation respiratoire pendant 8 jours, là, il n'y a pas photo. Augmentation de 23% de l'endurance. Là, on arrête la réhabilitation et effectivement, on réétudie pendant 12 semaines. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, la double association qui était efficace ici est toujours efficace même si on a arrêté la réhabilitation. Ça veut dire qu'il y a un effet rémanent de l'anticholinergie qui est utilisé et également de la réhabilitation. Alors là, je peux le faire de Schnorr. Alors vous allez me mettre au sport, docteur? Moi je peux pas. Qu'est-ce que vous entendez en général? C'est ça. Moi, faire du sport, amenage, non.
L'activité physique, c'est pas ça. L'activité physique, c'est tout mouvement produit par les muscles squelettiques responsable d'une augmentation de la dépense énergétique plus élevée que celle du repos. Ça, c'est la base. Et l'activité physique, ça comporte aussi bien la vie quotidienne, avec des activités plus ou moins intenses, l'activité physique de loisir qui n'est pas un exploit sportif, qui va apporter des bienfaits si un certain investissement en qualité et en quantité. Et enfin, il y a le sport. Qu'est-ce que c'est que le sport? C'est une recherche de résultats, d'objectifs à atteindre, voire de performance, dans un contexte de compétition, tant contre les autres que contre soi-même. Et c'est un cadre précis qui est fixé par les différentes fédérations, avec un habillement précis, des règles précisément établies. Alors, BPCO du sujet, âgé et activité physique. Mais on pourrait enlever la BPCO. N'importe quelle personne âgée, pour faire une activité physique, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant tout, tenir compte de l'état physique et fonctionnel. Il peut y avoir d'autres handicaps, d'autres fragilités. L'état mental, thymique, au même titre que l'âge chronobiologique et le désir de la personne âgée. Il faut qu'elle ait des capacités de compréhension, éventuellement des troubles de l'humeur qu'il va falloir prendre en compte, motivation. Et là, vous avez un arsenal d'évaluation qui est extraordinaire. Moi, je suis toujours ébahi quand je vois tous les questionnaires que vous avez et que vous pouvez donc utiliser avant et après. Nous, on en a moins en pneumo, en fait. Tandis que là, vous en avez vraiment beaucoup, aussi bien sur la compréhension que l'humeur et puis sur la motivation. Alors, évidemment, il faut tenir compte de ça. Et surtout, en fait, l'explication, c'est le maître mot pour mise en place du projet. Christian Prévost disait, il faut rajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie. Et ça, c'est la base. Alors, on a parlé activité de vie quotidienne. C'est profiter de chaque occasion de la vie quotidienne pour bouger. Ça s'appelle pas faire de l'endurance. Mais déjà, par exemple, se faire à manger. C'est important et pas avoir automatiquement une aide à domicile pour le faire. Se déplacer, prendre ses médicaments, activité de gestion, shopping, etc., jusqu'à la télévision. On va parler activité physique de loisir. Et on a dit que pour être efficace, il fallait avoir à la fois des recommandations quantitatives, c'est-à-dire quoi et combien, et des recommandations qualitatives. Alors quoi? Par exemple, de la marche, 30 minutes par jour. Tous les jours de la semaine, ou 5 jours par semaine. Ou alors faire un petit peu plus de marche rapide en fractionnement. Ça peut être aussi du renforcement de groupes musculaires. Par exemple, 2 jours non consécutifs. Faire des exercices de souplesse, équilibre. Tout y est, que ça soit ça, pourquoi pas la danse. Alors, quelques exemples pour montrer qu'il ne faut pas automatiquement se monter une salle de sport chez soi. Renforcement des jambes, marche-pied, monter des marches. Ce qu'il faut surtout faire, c'est faire attention parce qu'ils peuvent avoir d'autres handicaps, pieds parallèles, alignement, genoux et chevilles. On veut renforcer les jambes, chaise, extension de la jambe. Vous voyez qu'il ne faut pas automatiquement aller chez Decathlon pour acheter un arsenal pas possible. Alors, il y a quand même une loi qui est sortie. Malheureusement, quid du remboursement? Et elle dit quoi? Qu'on peut effectivement dispenser l'activité physique adaptée, prescrite par le médecin traitant, à des patients atteints d'une affection de longue durée. On est toujours en suspens quant à la prise en charge. Mais certaines mutuelles peuvent le faire. On a parlé quantité, on va donc parler qualité. Ça veut dire à quel niveau dois-je le faire? C'est tout simple. Ça veut dire que je suis capable de marcher, mais je sais encore parler. Si je ne sais plus parler, c'est qu'effectivement, je suis beaucoup trop haut. Alors, on va faire ça. On peut effectivement fixer le niveau d'intensité si on a eu la chance d'avoir une épreuve d'effort ou un test de marche, ou alors il est déjà passé par un stage de réhabilitation et on lui a fixé un programme. L'intensité peut être augmentée selon la possibilité. Mais ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, quand on parle marcher, moi j'ai l'habitude de dire, je ne dis pas que c'est facile à accepter. Mais une fois que c'est accepté, ce n'est pas un facteur limitant. Et puis, ça n'empêche pas effectivement de voyager. La balnéothérapie, écoutez, Archimède est passé par là. Quand on est dans l'eau, on est porté par l'eau.
Le programme, il y a différentes choses. On peut faire de la marche, on peut faire des renforcements musculaires, du travail d'équilibre, travail de coordination. Après, les contraintes sont là, l'hygiène, notamment chez la personne âgée, incontinence, mais il y a des protections qui sont adaptées, certes avec un coût qui n'est pas négligeable. Nécessité quelquefois d'aider la personne à s'habiller, à se déshabiller, et puis là, on ne peut pas enlever la phobie de l'eau. La marche nordique, alors la marche nordique, c'est une marche donc avec des bâtons. Là, encore une fois, on allège le poids de 30%, la charge, au niveau, donc on diminue les contraintes au niveau des genoux, au niveau des chevilles. En plus, on va dépenser beaucoup plus d'énergie et par ailleurs, ça peut effectivement se pratiquer en groupe. Donc ça rompt un peu l'isolement. Tout en sachant qu'une heure de marche nordique, vous voyez, ça fait 2 heures de marche classique. Donc ça nécessite automatiquement un échauffement, marche, et comme après tout effort, il faut faire des étirements. Alors, l'activité physique, finalement, elle va être efficace sur quoi? Sur tous les organes cibles. Évidemment, la personne va mieux respirer. Peut-être que même, en fait, en même temps, en s'occupant, elle va moins penser à fumer et donc faciliter le sevrage. Mais elle va agir sur l'os, diminuer le risque d'ostéoporose, prévention des accidents cardiaques, reconditionnement musculaire, surtout qu'on a appris que la myopathie était quand même réversible si on y adjoignait une activité physique, lutter contre l'obésité, contre le diabète de type 2 et diminuer le cholestérol, et puis améliorer la santé mentale. En bref, l'activité physique améliore la qualité de vie. Alors, on m'a présenté comme personne faisant de la réhabilitation respiratoire, donc je vais quand même en parler un tout petit peu. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes longueurs. Enfin, il y a différentes couleurs. Parce qu'effectivement, la réhabilitation respiratoire, en vert, c'est la première définition, c'est global, individualisé, étude approfondie, réentraînement, éducation physique et psychologique. Voilà. On s'est dit après qu'il fallait quand même que ça soit, disons, que ça soit adapté à leur état de santé. Et maintenant, on s'inscrit dans la longueur. Ça veut dire qu'on fait tout ça, mais de manière à amener la personne à un changement de comportement visant à améliorer la santé globale. Et c'est une adhésion au long cours. Donc la réhabilitation respiratoire, ça comporte le réentraînement à l'exercice et l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est rendre acteur un patient. Parce que savoir, ils savent. Savoir-faire, savoir-être, c'est autre chose. Et c'est à ça que ça sert l'éducation thérapeutique. Donc la réhabilitation respiratoire, c'est pour effectivement éviter cette fameuse descente aux enfers qui amène la personne à « je suis essoufflé à l'effort dans une chaise ». La prise en charge en réhabilitation respiratoire qui va permettre de réentraîner, d'avoir plus confiance et de rendre plus autonome. La réhabilitation respiratoire, c'est pas une personne, c'est tout un service qui est centré autour du patient et de sa famille. Ça va inclure évidemment un pneumologue ou un médecin de rééducation, kiné, infirmière si on est dans un service hospitalier, aide-soignante, secrétaire, assistante sociale. Ça implique aussi psychologue, diète et podologue. Ça implique des professeurs d'éducation physique et bien évidemment, on travaille en réseau avec des prestataires, avec le médecin traitant, le pneumologue, pharmacien, kinésithérapeute, soins à domicile. Une fois que la personne a effectivement dit oui pour ce programme de réhabilitation respiratoire, quelles sont les composantes? L'optimisation du traitement médical, ils ont de l'oxygène, et quand est-ce qu'ils font de l'oxygène? Quand ils sont en train de regarder la télévision. Non? Or, il désature, c'est quand ils marchent. Par exemple. De la ventilation, oui, 2 heures. On sait que c'est au moins 3 heures. Donc, vous voyez, on va optimiser en fait la prise. Ils prennent des médicaments, ils ne savent pas les prendre. Donc, il y a optimisation du traitement médical, soutien au sevrage tabagique, éducation, j'en ai parlé, kinésithérapie, réentraînement à l'exercice adapté, 30 minutes, vélo, cyclo-ergo-bras. Bref, on adapte. Marche dans le couloir avec un rollator ou pas, monter des escaliers, gymnastique en groupe ou individuel, mais aussi dans notre service, on a relaxation, sophrologie, hydrothérapie, balnéothérapie, prise en charge nutritionnelle, prise en charge psychosociale et ou comportementale, évaluation de la qualité de vie.
Et souvent dans les services de réhabilitation, là je vous montre en fait le nôtre parce que je suis dans un service, il y a ce qu'on appelle un carnet de suivi. Dans le carnet de suivi, on va mettre ce que le patient a fait. Donc quand il sort, il peut montrer ce qu'il a fait et en même temps les indications pour le poursuivre, pour poursuivre le programme. Alors où elle se fait finalement cette réhabilitation? Elle peut se faire n'importe où. Ça peut se faire en hospitalisation complète, c'est quand les patients sont lourds. En hospitalisation de jour, c'est dur. Souvent, ils ont plusieurs handicaps. Mais ça peut également se faire en cabinet, si le cabinet est équipé, et pourquoi pas de la réhabilitation à domicile. Ça dure en général 3 à 7 semaines. On dit qu'il faut 20 séances de réhabilitation, de réentraînement à l'effort. C'est un programme personnalisé qui est basé sur l'évaluation de repos, donc des EFR, sur l'évaluation à l'effort, test de marche et, si possible, une épreuve d'effort. À la fin du programme, moi j'ai marqué l'aide de sortie parce qu'on est en hospitalier, mais tous les services, que ça soit de l'hospitalisation à domicile, que ça soit dans un cabinet, il faut automatiquement mettre un suivi. Qui va dire quoi? Voilà ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il faut qu'il continue à faire avec le rythme et la fréquence. N'oubliez pas qu'on s'inscrit dans un programme à long terme. Voilà par exemple une fiche. Vous voyez, on a marqué ici, dans toute la mesure du possible, il serait souhaitable que. Alors, pour conclure, l'activité physique, c'est quoi finalement? C'est se bouger, c'est rien de plus que ça. Le lien avec la réhabilitation respiratoire, l'activité physique n'est qu'un élément de la réhabilitation respiratoire. La réhabilitation respiratoire, c'est pas de la bicyclettologie, c'est vraiment une prise en charge globale. L'association traitement pharmacologique, activité physique et ou réhabilitation respiratoire, c'est une association de bienfaiteurs. Moyen de mesurer l'activité physique, ça va de la simple montre. Maintenant, ils sont équipés aussi de portables, donc ils peuvent très bien mettre des espèces de choses, des programmes, objets connectés. Les freins à la pratique de l'activité physique, c'est la motivation, c'est les autres handicaps, et donc l'adaptation, c'est la clé. Et finalement, comment se motiver pour l'activité physique? C'est tout simplement dire à vos patients qu'il faut qu'ils soient smart. Qu'est-ce que ça veut dire être smart? Ça veut dire avoir un objectif simple, mesurable, ambitieux mais atteignable, réaliste et dans le temps. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai envie d'aller voir ma petite fille qui se trouve à 500 mètres. Il ne sort plus. En plus, la maman ne vient plus avec la petite fille parce que chez grand-père, ça va pas, ça tousse, ça crache, enfin bref. Lui, il veut bien y aller. Qu'est-ce qu'il a? Vraiment un but spécifique. Faire les 500 mètres. Si possible, bien. Mesurable, on a dit 500 mètres. Atteignable. Il a envie d'aller voir sa petite fille, ça paraît un objectif qui est quand même assez sympathique. Réaliste, 500 mètres, c'est quand même pas le bout du monde, et puis il peut apprendre dans le temps. Et effectivement, quand il a effectivement envie d'aller passer Noël. Donc, il va essayer de se mettre ce projet sur les 6 semaines à venir.